Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Une période transitoire de 30 mois pour le Burkina Faso, c'est ce que propose la commission créée par la junte au pouvoir. La transition qui sera dirigée par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les défis de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Depuis son entrée en vigueur il y a plus d'1 an, certains pays dont le Bénin n'ont toujours pas ratifié l'accord. Et puis focus sur la 3e journée de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. Parmi les rencontres prévues, le face-à-face RSB Berkane Simba Sports Club. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, les conclusions du 10e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, accord signé en 2013 pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. L'heure il est donc au bilan pour les chefs d'État et de gouvernement réunis ce 24 février à Kinshasa. Parmi les sujets abordés, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi le réchauffement des relations diplomatiques entre l'Ouganda et le Rwanda. À ce propos, les dirigeants ont salué la réouverture du poste frontière de Gatuna entre les deux États. Une transition de 30 mois avant les prochaines élections, c'est la principale proposition faite par la commission en charge de l'agenda de la transition au Burkina Faso. L'instance préconise par ailleurs à ce qu'un gouvernement restreint soit mis en place. Selon ses recommandations, l'équipe dirigeante ne devrait pas dépasser 20 membres. Les précisions de Samantha Sabero Sabubanga. La commission mise en place début février 2022 par la junte militaire au pouvoir au Burkina Faso a proposé une transition de 30 mois dirigée par le chef de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, avant un retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce qui ressort du rapport de la commission remis à la présidence mercredi 23 janvier 2022. Dans le rapport, la commission prévoit mettre en place un gouvernement et un organe législatif restreint n'excédant pas respectivement 20 ministres et 51 membres maximum. Effectivement, le rapport a été déposé. Ce que je peux dire actuellement, c'est qu'il y a quand même beaucoup de spéculations autour de la durée. Et c'est vrai que les 30 mois qui sortent actuellement ne sont pas peut-être trop loin de la réalité. Un projet de charte et d'agenda de la transition ont également été présentés ce même jour au chef de la junte. Avant toute validation, ces propositions doivent être soumises à la hiérarchie militaire, aux forces vives du Burkina Faso, aux partis, syndicats et organisations de la société civile. Bon, aujourd'hui, on peut dire que comme il y a une sorte de consensus, bien avant même les travaux de la commission, les auditions ont permis de voir qu'il y avait quand même un consensus minimum sur un certain nombre de grands points. Je pense que peut-être à quelques détails près, ceux qui vont faire partie de cet organe de transition-là vont peut-être adopter le contenu, pas tel que proposé, mais dans son esprit. Depuis le 28 janvier 2022, le Burkina Faso est suspendu de la CEDEAO en raison du coup d'État ayant renversé le président élu Roch Marc Christian Kaboré. La CEDEAO a demandé à la junte au pouvoir de présenter un calendrier raisonnable pour le retour à l'ordre constitutionnel. La durée des transitions est au cœur des négociations entre les pays de cette région touchés par des putschs et la CEDEAO réclame qu'elles soient les plus courtes possibles. 1er janvier 2021, date à laquelle la zone de libre-échange continentale africaine est officiellement entrée en vigueur. Mais depuis, quelques pays n'ont toujours pas ratifié l'accord. C'est le cas du Bénin notamment. Pour le ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi, des examens approfondis doivent encore être menés. Les détails avec Roberto Bogbe. La zone de libre-échange continentale africaine est un réseau à fort potentiel économique qui suscite l'intérêt de tous les pays membres de la zone. Les pays de l'UEMOA ont majoritairement approuvé et déposé leurs instruments de ratification afin de profiter de ce marché favorable à des milliers de produits et services. Dans la foulée, le Bénin, qui a signé l'accord le 7 juillet 2019, n'a pas jusqu'ici ratifié le traité de la ZLECAf. Nous n'avons pas voulu nous lancer dans un processus de signature puis de ratification sans tenir compte de nos réalités. Notre pays vit d'un budget essentiellement fiscal
nous vivons des revenus que nous tirons de tout ce qui passe par notre port, par nos frontières. Et donc, certaines conditions sont nécessaires. Pour les autorités béninoises, il existe des préalables à une ratification de l'accord de libre-échange continental. Celle-ci se décline en un travail d'adhésion interne des acteurs économiques. L'ensemble des paramètres pouvant influencer cette décision devront être maîtrisés pour ne laisser échapper aucune zone d'ombre. Nous sommes dans le processus d'étude de chacun des paramètres, d'examen approfondi des effets qu'une telle adhésion pleine pourrait avoir sur notre économie. Donc c'est pour cela que le Bénin ne peut pas, à l'étape où nous sommes, se lancer dans le processus de ratification. Et nous devons aussi, surtout, obtenir de l'ensemble de nos institutions qu'elles comprennent, qu'elles maîtrisent un peu tout ce qui a été prévu dans ce traité sur le libre-échange sur notre continent. Au total, 37 pays africains ont ratifié cet accord qui prévoit une suppression des droits de douane pour 90% des lignes tarifaires sur 5 ans pour les pays les plus développés et sur 10 ans pour les pays les moins développés. Les droits de douane devront être supprimés à une échéance ultérieure pour 7% des lignes tarifaires. Quelle stratégie de relance économique pour l'Afrique du Sud? Les autorités misent notamment sur les projets d'infrastructures. Pour réaliser ces objectifs en la matière, le gouvernement va investir au cours de ces 10 prochaines années 100 milliards de rands, un investissement alloué au fonds d'infrastructures. Les précisions d'Amenechi. En Afrique du Sud, de plus en plus de formalités administratives seront supprimées pour accélérer la mise en œuvre de certains projets. Au titre de celle-ci, la facilité budgétaire pour les infrastructures du Trésor national pour l'approbation du financement public du Fonds pour les infrastructures. Selon le ministère des Travaux publics, un plan d'investissement de 100 milliards de rands du Fonds d'infrastructure a été étalé sur 10 ans. Les procédures sont de très bonnes choses à partir du moment où elles permettent de faire arriver les projets à maturité. Quand elles constituent une espèce de frein par rapport à la réalisation, le prix à payer devient trop élevé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart d'administrations vont dans ce qu'on appelle la gouvernance ouverte, mais également digitale. Ça sous-entend qu'en fait, on accélère les procédures, on les simplifie, mais l'information est donnée à tout le monde de sorte que personne ne soit tenté de poser des actes illégaux. Le comité d'investissement des infrastructures estime que le processus BFI est un facteur qui retarde la mise à exécution des plans établis, d'où un poste budgétaire distinct pour les infrastructures serait envisageable. Et je pense simplement que l'acceptation des projets simples pour être en mesure de réaliser les projets le plus rapidement possible au bénéfice des citoyens, ça vaut la peine. En 2020, le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, comptait poursuivre son plan d'investissement pour développer les infrastructures. Plus de 300 projets ont été sélectionnés et le gouvernement devrait d'une part investir près de 5 milliards d'euros d'ici 2 ans et attirer 51 milliards d'euros d'investissements supplémentaires d'ici 4 ans. L'actualité nous emmène également en Tunisie, où la situation épidémiologique s'améliore. Preuve en est, le ministère de la Santé a procédé ce 25 février à l'assouplissement de certaines restrictions, des mesures qui concernent notamment les espaces ouverts. À partir du 1er mars prochain, ils pourront atteindre 100% de leur capacité d'accueil. Concernant celle des espaces clos, elle sera de 75%, mais cette mesure va par la suite évoluer. À partir du 1er avril prochain, la capacité d'accueil de ces espaces pourra être de 100%. Pour y accéder, les clients devront toutefois présenter un pass vaccinal. Un mot de sport à présent avec la 3e journée de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération de la CAF. Des rencontres qui pourraient mettre certaines équipes en difficulté. On fait le point sur le programme des matchs avec José Douglas. D'abord la Ligue des Champions avec des matchs qui ont commencé vendredi 25 février et qui se terminent ce samedi 26, et notamment Al-Merrek Al-Hilal, Amazulu et Sétif, Raja de Casablanca, Oroya, Tunis, Étoile du Sahel, Joaneng Galaxy contre CR Belouizdad, Sagrada Esperança contre Petro Luanda, Al-Halim Mamelodi et Wydad de Casablanca contre Zamalek. Je vous laisse regarder le classement et les derniers résultats, groupe par groupe. En A, premier, Mamelodi Sundown. En B, Raja de Casablanca. En C, Tunis. Et en D, Petro Luanda. A noter que la direction du CR Belouizdad a décidé de prendre en charge le déplacement de l'AS Sétif en Afrique du Sud. Par devoir patriotique et par solidarité entre deux clubs de football algériens
qui entretiennent des relations de fraternité. Le CER Belouizdad a décidé de prendre en charge l'ensemble des frais de location d'un avion spécial pour Durban en Afrique du Sud. Autre communiqué du CER Belouizdad dans cet élan de solidarité algérienne. L'Entente de Sétif, club prestigieux et déjà vainqueur de trophées majeurs de football continental, le CRB souhaite la victoire à nos frères de l'Entente. En Coupe CAF maintenant, journée chargée aussi ce dimanche 27 février avec RSB Berkane, Simba Sport, Pyramides contre CS Sfaxien, Otoyo Doyo contre Al Masri, le choc TP Mazembe Coton Sport en RDC, Al-Ittihad de Tripoli contre JS Saroua, Union sportive de la gendarmerie du Niger contre la SEC, Royal Leopard Orlando Pirates, Al-Hali de Tripoli contre Zanaco. Un coup d'œil sur les derniers matchs et classements de la Coupe CAF. En groupe A, premier Pyramides, en B, Orlando Pirates, en C, Al Masri, et en D, Simba Sport. Enfin, le président de la Fédération royale marocaine de football a annoncé que le public sera présent lors des matchs de Ligue des Champions et Coupe CAF pour les clubs marocains engagés dans ces compétitions et notamment le Raja, le Wydad et RSB Berkane. L'actualité sportive toujours avec un point sur les équipes qualifiées pour la prochaine CAN féminine prévue au Maroc en juillet prochain. 12 sélections figurent sur cette liste, l'Afrique du Sud, le Cameroun ou encore le Burkina Faso. En revanche, la compétition se déroulera cette année sans la participation des Maliennes et des Ghanéennes. On fait le point avec José Douglas. Une prochaine CAN qui permettra de découvrir le football féminin marocain et s'il est en pleine évolution depuis la création de l'Académie Mohamed VI, l'une des plus grandes au monde. Mais d'abord, retour sur les derniers matchs qualificatifs de la CAN féminine de football. L'Ouganda s'est qualifié après le forfait du Kenya. Djibouti a perdu devant Burundi 5-0 et Namibie, Zambie 1 but partout. Les Burkinabés ont battu les Bissau-Guinéennes 1-0 et 6-0 au match aller. Mali perd devant le Sénégal sur tir au but 3-2. Gabon perd devant Togo 2-1. Et Zimbabwe bat Botswana 2-0. Et puis il y a aussi Guinée équatoriale qui bat Tunisie 3-2. Algérie qui fait match nul avec l'Afrique du Sud un peu partout. Cameroun qui bat Gambie 2-1. Côte d'Ivoire perd devant Nigeria 1-0. Les Nigérianes triple tenantes du titre et se battront pour une qualification à la prochaine Coupe du Monde du 20 juillet au 23 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les demi-finalistes de cette Coupe d'Afrique auront en effet leur billet en poche pour le Mondial 2023. Écoutons l'analyse d'une ancienne internationale camerounaise. Il y a eu beaucoup de buts sur cette campagne de qualification. Il y a 25 buts marqués, un peu moins d'ailleurs que sur les matchs allés. Seul le Burundi a continué dans cette lancée en marquant 5 buts contre Djibouti. Parmi ces 12 équipes qualifiées, le Maroc, pays organisateur, c'est une première pour le Burkina Faso, le Togo, le Botswana et le Burundi, et l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Nigeria, l'Ouganda, le Sénégal, la Tunisie et la Zambie qualifiées aussi. Les grandes perdantes de ces éliminatoires ont pour nom l'Algérie et la Côte d'Ivoire, mais d'autres encore. Relevons également l'absence sur cette phase finale du Ghana, qui est un cadre, une des équipes fanions de notre continent, et le Mali qui n'a pas pu se qualifier pour cette fois. Notons également la qualification historique du Burkina Faso sur un total de 7-0 contre la Guinée-Bissau, 6-0 au match aller et 1-0 simplement sur ce match retour. Et le Togo qui arrache son ticket pour une première qualification. La dernière CAN féminine prévue en 2020 au Congo-Brazzaville avait été annulée par la Confédération africaine de football suite au désistement des autorités congolaises et à la crise du coronavirus. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.